Bienvenue dans Pokémon, les highlights. On va revenir sur cet acte 2 des pré-playoffs, les romans qui étaient au pied du mur d'affronter les deux clubs tessinois. On va en parler avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, bien sûr, avec Doug Boulanger, avec Stéphane qui a gardé sa tablette, parce qu'il y a des scandales ce soir sur toutes les patinoires. On va bien sûr y revenir et on va s'attaquer tout de suite à la série entre Lausanne et Ambry. C'était du côté de la Gotardo Arena que ça se passait, dans une ambiance évidemment chauffée à blanc. Dans la cage, du côté d'Ambry, Monsieur Janne Juvonen, qui pour l'instant est un des éléments déterminants de la présence d'Ambry, notamment en pré-playoff. Et Luca Bolshauser, ça c'était la surprise du chef, on va dire, la surprise du chef qui a été finalement payante. Et Matt D'Agostini qui faisait son retour dans les rangs d'Ambry en première période. D'abord, le poteau de Burgler. Il y a eu beaucoup de poteaux du reste dans cette rencontre. Et c'est Dario Burgler qui allume véritablement les montants de la cage de Bolshauser. Ça ne prêtera pas à conséquence. Mais la première véritable occasion de but, elle est à mettre donc au crédit des hommes de Tchereda. Puis après, il y a un 5 contre 3. Lausanne ne va pas laisser passer l'occasion. C'est Sekac qui va marquer, Doug, même si pour toi, Juvonen n'est pas forcément tout blanc sur cette affaire. Tout d'abord, il y a la magnifique feinte de Fuchs là, qui fait semblant de charger son tir, donc il prend tout le monde avec lui. C'est catch, magnifique tir, mais je trouvais Juvonen assez profond. Là. C'est cette fameuse RVH là, qu'ils appellent la position des gardiens, là, de rentrer la jambière à l'intérieur puis rentrer, mais le tir est beau et rien à faire. Et Macmillan qui égalise, qui fait exploser la Gotardo Arena, Geoffrey Vauclair, parce qu'Ambry reste dans le match. Il fait une belle passe à l'extérieur sur son collègue là, donc et puis après on voit il va piquer au centre, il va battre de vitesse un petit peu Ria et il suffit de 10 cm d'avance et puis ça permet à Macmillan de toucher le puck, le dévier. C'est un très très bon jeu. Ça c'est un jeu de base, hein. Tu donnes le puck sur le côté, tu drives le net. C'est ce qu'on apprend aux jeunes en fait, c'est un jeu classique on va dire 2 contre 1, mais je dirais même de 2 contre 2. Tu dois battre ton joueur et c'est exactement ce qui se passe là avec Macmillan. Et c'est dommage pour Lausanne parce que, voilà, je le disais avant, 10 cm de différence, ça fait que l'équipe adverse marque. Et ils venaient de marquer le 1-0, voilà. Donc tout de suite ils encaissent derrière. Pour le momentum. Ouais. Ah, exactement, mais Ambry reste dans le match, parce qu'en général, on dit un 5 contre 3, tu arrives à t'en sortir. Oui, ils ont encaissé, mais finalement, ils s'en sortent après 20 minutes de jeu avec ce score de parité. On va se rendre en deuxième période, si vous le voulez bien. Je vous parlais d'une histoire de poteau. On a vu Burgler, et là, c'est Jäger, très en vue et très efficace en ce moment, qui va toucher du poteau. Là, Juvonen, franchement, il y a un peu de chance, Doug. Ouais, tir dévié, ça va rouler sur le dessus du goal. Ça passe très proche. Et on va voir évidemment, dès que les gardiens sont lobés, en général, normalement, ça fait mouche. Mais là, c'est les montants qui va sauver donc le portier tessinois. Et là, on arrive évidemment vers, je vous ai dit, les scandos, il y en a. Le premier, la charge d'Elner sur Zwerger, qui va prendre 5 mecs match. Ça va évidemment provoquer l'ire des supporters de Zwerger qui va rester sur la glace. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, et je te redonne la parole Geoffrey, parce que tu as déjà réagi de la sorte, c'est que dans le championnat de Suisse, ça impressionne en NHL, tout le monde applaudit, c'est ça pour toi? C'est clair, c'est sûr que c'est impressionnant, je veux dire même en NHL, mais ça fait partie du jeu pour moi des charges comme ça. C'est une charge qui est à mon avis correcte. Je l'ai expliqué, Elner se met bien en bas, Stéphane l'a bien montré, les joueurs sont à la même hauteur, mais c'est clair qu'en situation réelle, vitesse réelle, automatiquement c'est très impressionnant, les gens crient, tout ça, mais il ne faut pas oublier que le jeu physique c'est aussi l'essence du hockey sur glace. Je veux dire, autrement on dit, écoutez, on joue plus le jeu physique, on arrête tout ça, mais peut-être que c'est aussi un effet que quand on va jouer dans la Coupe du Monde ou Championnat du Monde, on se fait souvent dépasser des fois physiquement parce que là-bas, sur des checks comme ça, il n'y a personne qui discute. Ce qui me dérange sur ce check, c'est surtout ce qui est arrivé après. Voilà. Donc de prendre un mec match pour ça, pénalité de match pour ça, ça peut changer la game. Là, Ambry n'a pas marqué sur la séquence, mais s'il l'avait fait, ça aurait été au scandale. On a été chanceux. Ça change quand même le momentum du match parce que Lausanne a été 5 grosses minutes en piqué. Et puis, c'est compliqué de voir ça. Et surtout dans des moments importants de la saison comme ça en play-off, je pense que c'était pas la bonne décision.
On va revoir quand même cette charge, Stéphane, parce qu'on va la remontrer avec ta tablette. On va surtout montrer la position des têtes et tu vas expliquer pourquoi ça ne peut pas être une charge à la tête. Moi, pour moi, écoutez, en live, on le dit pour les arbitres, c'est très difficile. Nous, on a la tablette, on a ce luxe-là, mais regardez bien. Là, il va couper au milieu. Regardez bien. Il est porteur de la rondelle, Sverger. Regardez, Gellner arrive, il est sur ses appuis, il se fait petit, il se fait pas grand, il n'y a pas de coude, il n'y a pas la canne devant. Il vient contre lui. Regardez. Et là, regardez le contact. Regardez ça, là. Regardez la tête de Sverger. La tête de Gellner est même plus basse que celle de Sverger. La tête de Gellner arrive sur l'épaule droite de Sverger. Et peut-être qu'avec son épaule droite, Gellner touche le menton. Mais sincèrement, là, je veux dire, c'est impressionnant, comme on l'a dit, mais... Même Sverger, il lâche le puck. Il le sait que le train s'en vient. Il le voit arriver. Regardez, à ce moment-là, moi, je vois pas de charge contre la... Pour que ce soit une charge contre la tête, il faut que l'énergie, le principal point de contact soit la tête. Peut-être qu'il touche le menton un peu, mais c'est pas le principal point de contact. Regardez la tête d'Gellner, là. Elle est même plus basse que celle de Sverger. C'est le train qui est arrivé. Et ce qui m'a dérangé, c'est regardez la charge, regardez l'arbitre. Là, les spectateurs sont déjà debout. 1, 2, presque 3. Hop, le bras se lève en haut. Ça me dérange un petit peu. On va voir la suite. On va le voir encore une fois. Là, on a un deuxième ralenti. On va aller, pardon, celui-là. Regardez bien, on a en plus gros. Regardez, tac. Regardez, la tête est même hauteur. Ils ont l'air de des siamois sur la séquence, pour prouver que la tête est en même hauteur. Je vois pas la tête de Sverger gicler en premier, c'est plutôt son corps. Ensuite, la tête part en arrière, ce qui est logique. L'angle le plus incriminant, pardon, je sais pas celui-là, l'angle le plus incriminant, c'est le deuxième ici. Non, c'est un petit peu plus tard. Excusez-moi, on va y aller. Voilà, donc, voilà, impressionnant. On va voir le deuxième angle depuis le coin. Celui-là est plus incriminant un petit peu parce qu'on se dit, peut-être que le menton. On voit pas clairement non plus. Regardez, mais là, moi, ça me semble être épaule droite contre épaule droite. On voit la tête de Gellner qui cache la tête de Sverger. Regardez, même la tête de Gellner, elle ramasse aussi un peu. Moi, je vois pas. Pour moi, c'est clairement pas une charge contre la tête. Après, qu'est-ce qu'on peut donner? C'est pas une obstruction, c'est pas une charge incorrecte, c'est pas un coude, c'est pas une cross-out. C'est rien du tout, c'est un bon check. Les gars, d'accord? Tout à fait d'accord avec toi. Et Gellner, il sait qu'en allant faire ce check, les arbitres vont le scruter, donc les joueurs ne sont pas stupides. Maintenant, ils savent qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils se baissent, qu'ils n'aient pas le coup dans l'air, je veux dire. Et là, tu vois qu'il fait tout pour ne pas être pénalisé sur ce coup-là. Ça n'a pas marché. Encore une fois, si on avait la possibilité d'aller revoir les 5 minutes, surtout dans des moments cruciaux comme ça peut tourner une saison. Mais là, ils auraient été revoir, puis probablement qu'ils n'auraient rien donné. Ouais. Mais sur le live, c'est une fois en temps réel, boum, comme ça... Là, puis là, tout le monde se consulte. Puis là, il y a un conciliabule. Puis là, il y a le game management qui a tout 10 000 personnes qui crient. C'est le gars qui sort, qui a l'air touché au menton parce qu'il fait comme ça. Donc, mettez-vous à la place des arbitres, là. Moi, je l'ai été. C'est pas facile. Voilà, vous l'aurez compris. Alors, la grosse question, c'est que ça va évidemment être vu et on serait bien étonné, dixit en général Stéphane Rochette, qu'il y ait une enquête à la suite, évidemment, de cette suspension, parce que je vous rappelle qu'il y a un match mardi. Oui. Donc, forcément, on va devoir prendre la décision plus tard demain matin. Tu m'interromps si je me trompe. À 10h demain matin, on le saura s'il y a enquête ou non. Donc, si vous n'avez rien sur vos fils d'information à 10h, 10h30 demain, c'est que l'affaire est belle. Sinon, palaille. Messieurs, on sera en troisième période parce qu'il y a un vainqueur quand même dans cette partie et notamment c'est le Lausanne Hockey Club grâce à ce but marqué par un certain Jiří Sekac, le top scorer de Lausanne qui reprend ce tir dans le slot. J'ai envie de dire, Geoffrey, c'est quand même l'importance de ce premier bloc finalement de Lausanne qui fait la différence. Ouais, et puis j'aime beaucoup ce que je vois de Sekac parce que, ok, là on le voit marquer un goal très important, il appelle le puck, mais si vous regardez le travail qu'il fait physiquement ce joueur, qu'il apporte, pour aller récupérer des pucks dans le coin, pour s'imposer physiquement. Il est très, très impressionnant. Je dirais que depuis quelques semaines, c'est un autre joueur. On vous disait que c'était une histoire de poteau, Doug Macmillan qui va allumer la barre transversale. C'est un peu ça aussi, finalement. À la chance, il faut la provoquer, mais n'empêche que Bolshauser, Paris gagnant ce soir. Paris gagnant, ses poteaux l'ont bien aidé. 3 fois, ça frappe le poteau ce soir, mais il faut de la chance, puis il a été très bon aussi. Il a été invincible pendant 200 minutes. Si vous comptez les 3 blanchissages, puis ce soir, ça fait plus de 200 minutes sans encaisser de but. Moi, j'ai trouvé que c'était un gros risque de mettre Bolshauser dans la cage. Je ne sais pas que j'aime pas Bolshauser, sous pression, il est assez bon. Mais Tobias Stéphane avait pas mal fait, il était bon dans le premier match. Je pense que si on s'était planté sans le choix des gardiens, imaginez que Bolshauser prend un mauvais but. Je pense qu'il y aurait eu pas mal de pression. Mais là, qui garde le prochain match? Bolshauser. Le gagnant. Celui qui a gagné, oui. Je pense aussi.
Rendez-vous mardi pour le savoir, mais c'est pas lui qu'on va écouter à l'interview. On va écouter du côté de Lausanne, Francis Paré. Francis Paré, on a vu à peu près le même match que lors de l'acte 1 vendredi, mais cette fois ça a tourné pour vous. Pourquoi? On a essayé de tout mettre au but. On s'est dit que ça n'allait pas être élégant comme but. C'est ça qui est arrivé. Là. Je pense que je me souviens pas du but là, de Seki, mais c'était un gros but pour l'organisation. On reprend confiance, on retourne à la maison, puis maintenant ça va être à nos fans qui vont nous supporter. Je suis sûr que la maison va être remplie mardi. Justement, ici, les fans d'Ambry ont mis de l'ambiance. Maintenant, vous attendez que les Lausannois mettent aussi l'ambiance. Absolument. Il faut donner crédit aux fans ici. Là. Je me souviens au premier powerplay qu'on a eu, je ne pouvais même pas penser. Je ne savais même plus c'est quoi qui se passait. Ça sifflait tellement fort. Vraiment, faut le vivre. J'avais entendu parler de Ambry et Piotta dans l'ancienne patinoire, mais ici, c'est quelque chose sans blague. Il faut leur donner crédit. Mais nos fans sont excellents aussi. Et puis mardi, ça va beau donner dans leurs oreilles, puis ils vont de la misère à penser mardi parce que c'est nous qui va gagner ce ronde-là. Merci beaucoup, Francis. L'appel est lancé pour les fans de Lausanne. Il faudra faire encore plus de bruit que ceux d'Ambry donc ce soir. Du côté d'Ambry, est-ce qu'on est déçu d'avoir loupé finalement cette première balle de match, premier puck de match? On va écouter René Matt à l'interview. René Matt, quel est votre sentiment après cette défaite 2-1 contre Lausanne où vous êtes si près finalement? Bon, écoute, c'est sûr que c'est frustrant. Je pense qu'on a eu des chances. On a eu quelques chances. On n'a pas été capable de marquer le deuxième but. Et puis, eux, ils ont fait un bon début de troisième tiers. Écoute, c'est comme ça. C'est la série. C'est 1-1. On s'en va à Lausanne pour le match ultime, le match numéro 3 mardi. La sortie sur blessure de Tsverger, à quel point elle vous a impacté sur la fin de la rencontre? Bon, écoute, c'est sûr que c'est un joueur de talent. Donc, quand tu perds un joueur de talent, ça change un peu nos plans. Donc, on s'est ajusté là-dessus. Écoute, ça fait partie d'un match, ça fait partie d'une saison de perdre de bons joueurs. Écoute, dans les 2-3 dernières semaines, on a joué pratiquement nos 6 derniers matchs avec 2-3 étrangers. On ne s'est pas plaint de notre sort. On ne s'est pas posé trop de questions. On est allé de l'avant. Puis, écoute, faut garder la même mentalité, la même façon qu'on a abordé les 3 dernières semaines où on avait pas grand monde qui croyait en nos chances. Donc, on a réussi à se qualifier. On a réussi à gagner le premier match à Lausanne. Écoute, on va faire nos devoirs demain. On va récupérer. On va faire un peu de repos. Puis, on va se préparer le mieux possible pour le match de mardi. Merci beaucoup, René. Si on lit entre les lignes, messieurs, Dixit, le discours n'a pas changé du côté de René Matt. Non, mais à nous, c'est que du bonus, en gros. Et c'est Lausanne qui a la pression, finalement. C'est comme ça que vous le ressentez aussi, un peu? Oui. Je pense aussi que c'est la vérité. Je pense qu'ils n'ont aucune pression. Il a très bien parlé. Il ne s'est pas plaint sur son sort. Et direction nord, on avance. Puis, non, franchement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, on verra si Tsverger sera justement aligné mardi, parce que ça peut quand même évidemment être un gros point noir du côté d'Ambry. On va passer à l'autre série entre Lugano et Genève Servette. Pour Genève, c'était exactement la même donne, tout simplement. Ils se retrouvaient au pied du mur après la défaite concédée du côté des Vernets. Un petit peu à cause de cet homme aussi, Schlegel, que vous avez vu à l'image. Gauthier Desclous était attendu au tournant, lui qui avait été coupable sur l'ouverture du score il y a 2 jours. Et puis les fans de Lugano, dans la courbe à nord, étaient aussi présents. Abdelkader, dans une première période, Geoffrey, vraiment dominé, on va dire, presque la tête et les épaules de Lugano. Ouais, il y a eu 2 minutes de pénalité. Enfin, Genève a joué en powerplay en début de période. Puis après ça, c'était quand même c'était une grande domination de Lugano qui a mis énormément de pression sur la défense de Genève. Et puis malheureusement, en plus, à la suite de ça, ils ont perdu Tom Ernest à Genève. Donc c'était un peu très tôt dans le match. Très tôt, ouais. Mais je pense sur une charge d'Abdelkader. Celle qu'on a montrée en début de match, il a secoué un petit peu. Puis après, il a fait le power play. Il a fait le powerplay, puis apparemment, il a fait un 3e shift à un moment. Donc, c'est un petit truc qui chicotait, puis il a dit « je suis plus capable ». Donc, il aura tout l'été pour ça. Ouais, mais pour dire que Tom Ernest n'était plus capable à ce moment-là, dans un match aussi important, c'est que Doug, il ne pouvait pas, tout simplement. Quoi. On n'a pas essayé de le préserver, ce que je veux dire. Non, c'est certain qu'il ne pouvait plus jouer, puis ça fait mal à Genève, ça, certainement. Mais les autres ont pris le relais. On a parlé de Montréal qui a joué un bon match. Volmin a bien paru. Jacquemin aussi. Donc, on a pris le relais, évidemment. Mais ils ont pris le relais, mais tu ne peux pas remplacer Tom Ernest.
Surtout, c'est première passe offensive. Là, quand il te faut le gros goal en overtime, c'est le genre de gars que tu vas avoir pour faire la différence. Et oui, ce sera peut-être le MVP à la fin de la saison, de toute façon, de cette fameuse saison régulière. Quoi qu'il en soit, on plonge en deuxième période. Feulmin, vous en parliez, ça va être le héros, entre guillemets, du 1 partout. On va le voir, cette réussite qui est entachée d'abord par la faute, cette crosse dans le visage de Tyler Moy. Et on va en parler d'ici quelques instants avec Stéphane. Le public siffle, l'action, bien sûr, se poursuit. Du côté de Genève Servette, on fait preuve d'agressivité, un petit peu comme Lugano lors des 20 premières minutes de jeu. On va récupérer ce puck. Et en deuxième rideau, c'est Feulmin qui est là et du Beckham qui peut tromper Schlegel. Mais évidemment, ça siffle, ça hurle et ça crie au scandale du côté des rangs chez Lugano et de Chris McSorley qui ne manquera pas l'occasion de dire son fait à l'arbitre. Et quoi qu'il en soit, on va revoir ça parce que la grande question, c'est de savoir d'abord, est-ce qu'il y avait crosse dans le visage ou pas? Parce qu'à ce moment-là, on aurait dû siffler 2 minutes. Évidemment, la suite n'aurait pas existé. Voilà, il aurait dû avoir 2 minutes. Je vais sur la tablette, je peux peut-être l'expliquer sur la tablette éventuellement. Mais explique peut-être quand même déjà deux choses, parce qu'il y a quand même une nouvelle règle cette année, c'est important de l'expliquer. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est harmonisé les règles avec celles de la NHL. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est quand un joueur tire au but, fait un shoot et dans le follow-through, dans la suite vers l'avant, son geste naturel de shooter, blesse un adversaire ou touche un adversaire au visage, c'est pas de 2 minutes. C'est la faute à pas de chance. Si un joueur, dans sa passe, il fait une passe, puis dans sa suite de mouvements d'une passe contrôlée, met la canne au visage d'un adversaire, c'est pas 2 minutes. Et là, je pense que les arbitres ont estimé que Fazzini avait été touché par la canne de Volmin dans un geste de faire la passe. Mais c'est pas le cas. Évidemment, les arbitres, une fois en temps réel, moi, sur la tablette, j'ai pu voir que c'était pas la canne de Volmin. On va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. On va aller sur la tablette. Regardez. Tout le monde pense, les arbitres, on a vu l'explication des arbitres à McSorley, mais c'est clairement pas. Volmin à la rondelle, regardez. Et là, regardez la tête de Fazzini. Il commence déjà à faire la moue, il est déjà touché au visage. Et la canne de Volmin est ici. Donc, c'est clairement pas dans le mouvement. On va un peu plus loin. En aucun cas, la canne de Volmin vient proche du visage de celle de Fazzini. Donc, nous, on l'a vu, on l'a décortiqué. On va regarder ce qui s'est passé. Regardez bien. On va juste revenir ici. Je vais pouvoir vous faire un zoom. Tac, regardez bien le zoom ici. C'est clairement la canne de Moy. Regardez, hop, stop. Ici, la canne de Moy qui monte au visage de Fazzini. Je vais vous la remontrer encore une fois. Tac, regardez bien. C'est clairement la canne de Moy. Boum, visage. Là, il y a du matière à pénalité, 2 minutes. Les arbitres pensaient que c'était Volmin, probablement. C'est ce que j'en déduis. Et ensuite, évidemment, Fazzini. Mais Fazzini ne doit pas s'arrêter de jouer. Une canne au visage. Et Geoffrey t'en a parlé, je te laisse aller avec ça. Il arrête de jouer, il se couche pendant 10 secondes. Pendant ce temps, je le vois dans l'autre sens. Alors je comprends bien qu'il prend un coup au visage, mais on a vu qu'il n'était pas ouvert, tout ça. Donc il joue un petit peu la comédie. Mais dans ce temps-là, Genève va aller marquer un goal parce que les Luganais sont à 4 contre 5. Et moi, j'aurais aimé que tu te lèves, tu changes et puis t'aides tes copains, quoi. Et je pense que Chris McSorley, va pas aimer ça. Si Lugano avait perdu ce soir, il aurait quand même touché un mot, quoi. Un petit passage dans le bureau à la fin du match. Souffrir pour l'équipe, ça s'appelle souffrir pour tes copains, quoi. Voilà. Messieurs, on va continuer dans cette période, il va se passer plein de choses, avec notamment une pénalité qui va amener tout d'abord au 2-1 de Genève Servette avec un changement de ligne, là, une relance de Schlegel derrière la cage, enfin bref, on a fait quasiment tout faux, Doug, sur cette réussite de Noah Rod. Oui, c'est la décision de Romain d'aller mettre la pression à l'extérieur. Je pense qu'il n'avait pas analysé que c'était un 2 contre 1 contre lui, et puis il est allé mettre la pression, il s'est rendu compte que Noah était tout seul devant la cage. Même Noah était surpris, je pense, de l'avoir, mais très, très bien mis. Il a été patient entre les jambes. Très beau geste technique. Il y a 4 joueurs. Lugano est en power play, puis il y a 4 joueurs qui tirent la patte pour aller changer. Et puis évidemment, Genève a profité de ça très bien. Une très bonne lecture de jeu de la part de Genève. Mais la réaction est immédiate, Lugano. Et ce but, il est importantissime, Geoffrey, de la part de Turkov, parce qu'il permet que le doute ne s'insinue pas dans les esprits, justement, Lugano. Exactement. Et ça a coupé un peu l'élan des Genevois qui venaient de marquer. C'est pas de chance pour Genève, parce que là, le shoot n'est pas exceptionnel. Il est surtout touché par la canne de Vatanen, qui devrait, à mon avis, être un petit peu plus agressif, en tout cas avec sa canne, mettre sa canne un peu plus sur le devant pour vraiment couper. Puis là, vu qu'il va avec sa tranche ouverte, le puck part directement en l'air et puis va surprendre. Gauthier est surpris par l'angle du shoot et puis ça va directement sous la latte.
Et ensuite, ce sont les gardiens qui vont mettre leur veto. Tout d'abord, dans cette deuxième période, toujours, regardez cette possibilité, c'est Josh Joris qui va partir seul affronter Schlegel. Il y a quand même un bon back-checking, on va dire, Doug, de la part de Romain Leffel. Là. Très bon back-checking, il a été patient, aucune faute sur le jeu. Là. Il a vraiment été patient. Puis d'un bon stick on puck à la fin, là, juste pour l'empêcher de compléter son geste. Puis Schlegel a été agressif dans sa sortie. Ça a failli revenir devant la cage avec Argo Bello là, sur le contrôle, mais... Donc, Leffel a corrigé sa propre erreur. Exactement, sur le D2D. Il n'a pas fait la moue, parce que souvent, quand tu fais une passe comme ça, souvent, tu fais la moue avant de partir, puis c'est la seconde qui te manque pour revenir. Et là, il est parti tout de suite, grosse accélération, puis son geste avec le Romain Leffel qui joue du bon. Okay. Oui, il joue très, très bien, Romain, depuis quelques semaines aussi, franchement. Moi, je trouve que les JO, ça lui a fait du bien. Vous trouvez pas? Oui, c'est pas... Je trouve que, honnêtement... Moi, je sais pas. Hein. Mais on le laisse aussi s'exprimer. Lui, comme à la Talo, on a senti qu'au début de saison, ils étaient quand même pas mal bridés par Chris McSorley, par le système Chris McSorley. Puis on sent que depuis quelques semaines, ces deux joueurs peuvent un peu plus s'exprimer au niveau du talent, parce que c'est des joueurs qui ont un talent offensif en dessus de la moyenne. Et donc, il y a cette rigueur défensive mêlée avec un Alatalo puis un Romain Leffel qui amène un joli plus à cette équipe de Lugano. On le rappelle, le meilleur défenseur défensif de cette équipe-là, Mirko Muller, est absent et blessé. Donc, beaucoup de responsabilités sur les autres défenses. C'est juste. Messieurs, on va se rendre en troisième période. On va voir une nouvelle fois une possibilité pour Genève Servette et Schlegel qui va mettre son veto, cette fois-ci face à Joël Vermin. Vraiment, les face-à-face et les gardiens qui gagnent justement leur face-à-face. Grosse possibilité pour Genève. Et dans l'enchaînement, 47e minute de jeu. C'est Riva qui va marquer et le pauvre Gauthier Desclous, la Doug, évidemment, il n'y peut rien. Il y a une forêt de joueurs devant lui. Le puck qui ressort un peu chanceusement finalement. Gauthier savait plus où était le puck, puis il y avait 3 joueurs dans son demi-cercle. Donc c'est compliqué de bouger, puis de reprendre un peu la température de ce qui se passe autour de toi quand tu as un mur là, qui est devant. Donc je pense que Riva là-dessus a eu tout le temps du monde pour trouver le fond de la cage. Un but qui est représentatif du travail de Lugano contre Genève Servette. Beaucoup de travail, beaucoup de lutte dans le fond de territoire avec des défenseurs de Luganais qui viennent sur les ailiers de Genève qui sont obligés de descendre. Le gap est réduit, pas d'espace. Ils ont travaillé énormément avec le puck derrière la cage de Genève. Et on parle des gardiens, on parle de Gauthier Desclous, Big Save. Alors oui, Arcobello fait peut-être pas le bon choix. Oui, ils sont sur la même ligne. Oui, offensivement, il y a mieux à faire sur cette action. Messieurs, on est d'accord. Mais quand même, rendons à César ce qui est à César. La Gauthier Desclous, il fait un déplacement magnifique. Ouais, il a fait un super déplacement là-dessus. Il a fait un excellent match aussi. Il faut relever. Les deux gardiens des deux côtés ont fait des super matchs. Mais Gauthier a gardé son équipe dans le match 2-3 fois parce que c'est pas la seule grosse occasion que Lugano a eue. La superbe action de Genève Servette qui va déboucher sur l'égalisation, signée Tanner Richard. Au niveau de la construction, on va dire, hein, de ce but, évidemment, il est superbe avec un Tanner Richard qui vient décrocher une égalisation presque inespérée à un moment, hein, parce qu'on s'est dit que Lugano va appuyer. Combien de temps Gauthier Desclous va pouvoir finalement maintenir le bateau servettien à flot. Mais voilà, la grosse surprise qu'on s'est dit, c'est pourquoi Lugano n'a pas challengé Stéphane cette réussite. Oui, parce que pour moi, il y avait obstruction sur le gardien. Je vais expliquer la règle, comme on va le répéter. Donc, la question est de savoir est-ce que Schlegel avait déjà le puck. La question, si le gardien veut mettre la main sur la rondelle, et puis juste avant qu'il mette la main sur la rondelle, il y a une canne qui arrive, qui touche le puck d'abord, et que le gars arrive après, c'est pas une obstruction sur le gardien parce que le contact est fait avant. Un peu comme sous la jambière. Par contre, si le puck est déjà couvert et que la canne arrive après, puis fait gicler le puck parce qu'il touche la gant, c'est obstruction sur le gardien. Et là, moi, j'ai mis, à la décharge du staff de Lugano, moi, j'ai mis quand même plus que... Le temps limite pour challenger, c'est 45 secondes. Moi, sur le 3e ralenti, j'ai vu qu'ils auraient dû challenger parce que je pense que ça aurait été une décision facile des arbitres s'ils avaient challengé. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien. Vous avez le puck qui bondit, déviation au vol de Montréal. Là, vous avez Vermin qui se présente ici, là. OK, il est encore assez loin. Le puck va gicler. Regardez, vous le voyez clairement, la rondelle. Là. Regardez, là, le gant, hop! Là, le puck est complètement couvert. Et la canne de Vermin, elle n'est pas encore arrivée. Elle est là, la canne de Vermin. Le puck est couvert. Et là, vous le voyez clairement que la canne arrive après que le puck soit couvert. Tac! Vous le voyez, là, le puck est couvert. Là, la canne arrive à ce moment-là, fait perdre le puck. Et Richard prend le rebond. Pour moi, c'est clairement une obstruction sur le gardien. C'est difficile à voir en live pour l'arbitre, évidemment, parce qu'il faut vraiment être sûr que
C'est une fraction de seconde. Donc, l'arbitre a pointé le but, était un petit peu loin, peut-être pas dans le meilleur angle pour voir le gant. Mais je pense que Lugano a manqué le coche. Souvent, dans ces scénarios-là, les gardiens viennent mettre la canne devant le gant. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient pousser, ça prend la palette, il passe par-dessus. Là, vous avez vu, Schlegel n'a pas eu le temps de mettre sa canne. Puis c'était déjà dur. Ça se passe très, très vite, évidemment. La déviation de Morer qui fait que le puck était sautillant, c'était compliqué. Puis je suis persuadé que s'ils étaient à la vidéo, ça aurait été une décision facile. Parce que ça, c'est clair. C'est gant, tac, si la canne arrive avant ou après, si le puck est complètement couvert, c'est clair. Mais je suis désolé, tu as 45 secondes, je suis d'accord avec toi, mais Geoffrey, messieurs, tu peux pas regarder ton gardien. Tu regardes ton gardien, il fait, je sais pas, il fait un signe. Il doit être sûr. Pour lui, il doit dire oui, je l'avais. Et là, je crois qu'il est sûr, à un moment, on le voit, il regarde l'arbitre, je sais pas, il a pas. Ouais. Je sais rien, je sais pas. Moi, alors, c'est comme on a dit, Stéphane, il t'a 45 secondes pour prendre des décisions, mais là, personnellement, à la place de Lugano, je prends le risque, surtout sur un goal, d'essayer de l'annuler. Alors après, si tu prends une pénalité, OK, d'accord. Si tu mènes par un but, si tu prends une pénalité, tu peux toujours défendre. C'est pas dit qu'ils vont... Mais puis on voit quand même, il y a encore une autre chose qui est assez flagrante, c'est le mouvement du gant de Schlegel qui se fait écraser contre lui. Hein. C'est pas lui qui tire son gant comme ça, c'est vraiment la canne de l'attaquant genevois qui le pousse. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, les arbitres, c'est pas facile sur un coup comme ça. Et c'est pour ça qu'on a instauré le challenge en général, exactement pour ce genre de cas. C'est pour ça que c'est très intéressant. L'année dernière, non pas la dernière, il y a 2 ans sans le challenge, les arbitres seraient allés de toute façon voir. Schlegel aurait dit va voir, puis là, ça aurait été refusé d'office. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Il y en avait beaucoup trop. On l'a dit au début de l'année qu'on pourrait vivre avec ça. Dans le doute, ils iraient peut-être pas, donc il y aurait peut-être des erreurs, en guillemets. Mais là, c'est dur de blâmer les arbitres. Là, en tant que coach, c'est le genre de goal que tu veux voir, toi. Ah oui, le drive le net, puis un pick-up, vas-y, etc. Puis c'est pas 2 minutes, là, parce que c'est pas un coup de canne sur le gant. C'est que c'est une fraction, il est arrivé une fraction de seconde après le gant, voilà. Sans conséquence. Oui, mais il y aura un petit débriefing du côté du staff de Lugano quand même, parce que ça n'a pas porté à conséquence, mais ça aurait pu l'être, évidemment. Allez, on va voir une dernière possibilité, c'est Riva, qu'on a beaucoup vu. Hein. On l'a vu buteur, et là, il va manquer de chance, parce que finalement, il va voir son envoi terminé sur la barre transversale de Gauthier Desclous. Et alors, on connaît la suite, et on va la voir. Mais c'est preuve quand même, Geoffrey, que cette équipe du HC Lugano, elle a du caractère quand même. Parce qu'honnêtement, tu étais comme ça, c'est une grosse possibilité, etc. Tu te retrouves en prolongation, puis tu arrives quand même à gagner. Ouais, écoute, je trouve, j'ai bien aimé l'attitude de cette équipe de Lugano. Alors, ils n'ont pas fini au championnat où ils pensaient arriver, hein, comme on l'a dit très bien avant, c'est qu'on pensait les voir plutôt dans les 4 premiers. Mais ils ont aussi, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a une ligne qui est très physique avec Turkov, Kerr et puis Abdelkader. Donc ça, c'est une ligne qui est typiquement faite pour des playoffs, quoi. Ça, je veux dire, ça c'est des joueurs physiques, intensifs. Et puis je crois que honnêtement, il faut être honnête. Je crois que Lugano a rien volé dans cette série. Tout simplement, je pense que les Genevois aussi confirmeront mes propos. Il a joué d'Adulcator, il n'a presque pas joué de l'année, il est arrivé un mois avant la fin, on est allé chercher, ça c'est un ajout important. Rappelez-vous de son apport à Zouk l'année passée, à la finale contre Genève. Il avait distribué des bonnes mises en échec. Autour du goal, il est incroyable, hein, pour dévier les pucks, déranger, au niveau de reprendre les rebonds, il est vraiment très très fort. Juste un détail, notre journaliste sur place nous dit que Tom Ernest avait le bras en écharpe après le match. Donc, l'épaule ou un coude ou quelque chose comme ça. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé, peut-être sur la charge d'Adulcator en début de match, qui était légal. Hein? Oui, tout à fait. C'était légal, dur, mais légal. Donc, voilà. Voilà, quoi qu'il en soit, il aura quelques semaines et quelques mois, évidemment, pour soigner son problème au niveau de Tom Ernest. Mais on va donner la parole au vainqueur, au qualifié, donc, pour les playoffs. On va écouter Marc Arcobello à l'interview. Marc Arcobello, what a game tonight with a lot of emotions. Yeah, we owe a lot of that to our fans. We had a great turnout tonight, and I think they made the difference at the end that pushed us forward. So that's what a playoff hockey game is like, and it felt good to win it. This series began Friday in Geneva, and you made the difference Friday. That's the key for the series. Yeah, I think winning that first game on the road was really big for the momentum, and like I said, it was easy to come back here and play in front of our fans. Now the cherry on the cake is the real playoffs with the quarterfinal against Zug from Friday on. How do you see this series? Yeah, it's going to be a tough battle, but I think we're already in the playoffs right now. We've played 2 games that were definitely high intensity, and
we're going to keep that momentum going into that series. Thank you, Mark. Enjoy. Thanks. Bon, Stéphane, on lui a dit waouh, quelle soirée, que d'émotions. Ouais, mais lui, il dit écoutez, c'était super de jouer devant nos fans aussi bruyants. Puis lui, il estime que c'est les fans qui les ont poussés, puis qui ont fait la différence à la fin. Puis il dit que tous les matchs de hockey devraient ressembler à ça finalement, avec autant d'émotions. Il a dit est-ce que c'était bien, il a posé la question sur le premier match. Oui, c'est ça, c'était la clé de la série. Ben, il a dit, écoutez, c'est clair qu'en allant gagner là-bas, on a pris beaucoup de momentum, on a pris du volume de jeu, etc. Puis il l'a répété encore une fois que c'était bien d'arriver avec autant de momentum devant les fans à Lugano. On lui a parlé de la série contre Zug, il dit, c'est clair que ça va être une bagarre difficile, une lutte difficile contre eux. Mais il dit... Il n'a pas dit le mot avantage, mais le fait, il dit, nous, on est déjà en mode play-off. On a joué 2 gros matchs, le momentum, et on va juste continuer sur cette lancée-là. J'ai oublié quelque chose, Doug? Non. Comme ça, Zug est prévenu évidemment pour son quart de finale face à Lugano. Belle et grosse affiche. Allez, on va prendre la température maintenant du côté de Genève Servette, qui ont donc désormais en vacances. On va écouter le capitaine Noah Rod. Noah Rod, vous êtes battu ce soir, mais finalement ça s'est joué en prolongation. Et vous, Genève Servette s'incline, votre analyse? Lugano a fait une bonne série, je pense qu'ils sont très forts dans le premier match. Maintenant ce soir ça se joue à les détails. Mais enfin voilà, ils menent 1-0 dans la série, c'est comme ça que ça se finit. J'ai pas trop les mots pour l'instant, on est tous très tristes, tous très déçus. Et voilà, on devait faire mieux déjà au premier match. Et après ce soir, voilà, c'est un match de play-off, ça se joue en prolongation sur les petits détails. Ça tournait de leur côté, puis voilà, je ne sais pas trop quoi te dire maintenant. Vous l'avez dit, ça s'est joué plutôt vendredi cette série, avec cette victoire de Lugano, alors que vous restiez sur une belle série de victoires à domicile. Ouais, on s'est battu depuis Noël, je pense que tous les 2-3 jours c'était une bataille pour essayer d'accrocher cette 6e place. Ça s'est pas fait au dernier moment, puis voilà, on se fait avoir sur 2 matchs. Donc c'est dommage, mais surtout qu'on avait les capacités de finir dans les 6 premiers. Et voilà. Et si on regarde au final la saison, alors je sais que c'est difficile juste après une élimination à chaud de faire une analyse comme ça, mais est-ce qu'en novembre, si on vous disait que vous sortiriez en pré-playoff après être 12e au changement de coach, vous auriez signé, non? Non, moi j'aurais pas signé, j'aurais jamais signé pour pas faire les playoffs. Si on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, pendant l'été, c'est pour faire des playoffs, c'est là que ça compte, c'est là qu'on veut jouer. Et de sortir sans les faire, c'est vraiment un goût d'inachevé et je pense que ça va être dur à digérer. Mais il va falloir le faire pour revenir plus fort. Merci Noah. Bonne suite. Plusieurs choses dans cette analyse. D'abord à chaud, messieurs, sur cette série face à Lugano. Vous partagez aussi cet avis, c'est en perdant Doug le premier match que Genève s'est mis dans cette difficulté, quoi. Et une série à 2 matchs, quand tu parles le premier, déjà, t'es dos au mur. Puis dans une série serrée comme ça a été, voilà, je peux même pas appeler ça une série. Donc c'est les clubs qui ont voté pour ça, mais si on avait donné la parole aux joueurs, il n'y a pas un joueur qui aurait voté pour 2 matchs. Merci, Doug. Il y a un minimum 3-4, puis pour moi, c'est une aberration. Encore une fois, c'est pas pour enlever rien à Lugano ou trouver des excuses à Genève, mais à la fin, 2 matchs de hockey, c'est rien. Puis voilà, je sais que les joueurs, ils n'auraient jamais signé pour ça. Le fait que Lugano ait pu se préparer un petit peu avant, quand même, psychologiquement, Geoffrey, on en parlait en début de soirée, est-ce que tu penses que ça n'a pas quand même pesé un peu dans cette série? Tu sais, si c'était Genève qui avait gagné cette série, on aurait dit « Ah, mais Genève a passé cette série parce qu'ils étaient déjà en mode play-off depuis des semaines. » Donc, c'est toujours celui qui gagne, on arrive toujours à dire « Ah, mais là, ils ont gagné pour ça. » Moi, je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Je suis comme Doug, je pense que ces séries en 3 matchs maximum, pour moi, c'est une aberration. Ça fait des années que je le dis. Et quand on voit la réaction de Noah Rod, moi, je peux le comprendre parce que c'est vrai que ta saison est presque jugée sur 2 matchs, alors que oui, peut-être en 5, 6 ou 7 matchs, ça serait différent. Et je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur cette règle. Alors, bien sûr que le temps, il faudrait une semaine de plus pour jouer quelques matchs de plus, mais je pense qu'on arrivera à trouver. Mais Genève n'a pas... La saison de Genève n'est pas ratée à cause de cette fête saison.
au tout début, qu'ils n'ont pas fait les points qu'ils auraient dû faire. Je pense qu'ils avaient un moment, après quelques dizaines de matchs, ils avaient, je crois, 3 ou 4 points d'avance sur Ajoie, si je me souviens bien. Donc c'était catastrophique comme début de championnat. Et ils payent ça maintenant. Il paie ça maintenant, c'est les vacances. Est-ce que Stéphane, en effet, il ne faut pas jeter peut-être le bébé avec l'eau du bain? Comme on dit, il y avait quand même des choses très positives. La grosse question qu'on peut déjà se poser, c'est on repart avec le même staff technique pour l'année prochaine? Ça, c'est la grande question, parce que le président, rappelez-vous que le président, je pense, c'est Topocalis qui a dit ça. Il a dit que le staff serait renouvelé s'il rencontrait les objectifs qui avaient été fixés. Il n'a jamais dit c'était quoi les objectifs. Voilà. Alors, est-ce que les objectifs, c'était d'atteindre les pré-playoffs ou d'atteindre les playoffs, ou d'aller loin en playoffs? Nul ne le sait. Alors, d'après ce que je sais, le staff, après tout le monde du staff a un contrat pour l'année prochaine, mais est-ce que ce contrat-là est caduc si on n'arrive pas plus loin, si la défaite? Ça reste à voir du côté de Genève Servette. Ça pourrait grenouiller, selon mes informations, du côté de Genève Servette. Mais moi, je dois vous dire que je pense que le staff, j'étais très déçu pour Pat Aymon. Après son licenciement, je trouvais, comme Gary Sheehan, je trouvais ça très dur. Mais force est d'admettre que depuis que Yann Cadieux a repris, on a engagé aussi le Suédois comme assistant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a eu des retours, il y a eu des gardiens dans la cage qui ont fait du meilleur job qu'à sous Pat Aymon. Il y a eu le retour de Tanner Richard. Les pièces du puzzle sont retombées en place. Ça ne pouvait pas être pire, on s'entend. Mais ils se sont mis à gagner des matchs de façon régulière. À partir de la 11e place, on a fini 8e, mais on était à 1 point ou 2 de la 6e place. Donc, chapeau. Le travail du staff... moi, je dis bravo, ils ont fait un bon job, les garçons. Là. Moi, on ne peut pas blâmer le staff là-dessus. Non, mais après ça, la direction, le président, le conseil d'administration, des fois, ils ont des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes. À voir. Il y a beaucoup de bruit. Disons qu'il y a beaucoup de bruit autour de Genève Servette actuellement. Mes oreilles entendent ça un petit peu, mais on verra les prochaines semaines. On verra ce que ça va donner, évidemment, au niveau des prochaines semaines. Le rappel, bien sûr, c'est la victoire de Lausanne, messieurs, ce soir. On va le voir, cette victoire de Lausanne, 2-1. Je vous rappelle, c'est le score pour l'instant de cette série. Donc, rendez-vous du côté de la Vaudoise Arena. Le score final, ça sera 2-1. On ne vous dit pas encore pour qui. Il faudra être avec nous, évidemment, mardi à 19h25. Et la deuxième information, c'est la qualification du HC Lugano qui affrontera donc en quart de finale le champion en titre, Zug. On va remercier nos invités. Merci beaucoup, Doug Boulanger. Merci, Geoffrey Vauclair, d'avoir été avec nous. Stéphane, rendez-vous mardi, 19h25, évidemment, pour de nouvelles aventures. Et puis, on vous rappelle, puisqu'on parle de play-offs, cette fois-ci, que les play-offs de Swiss League, ça continue avec la rencontre entre Viège et Chaux-de-Fonds. Ça sera à suivre, bien sûr, en direct sur MySports demain. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Bye bye. Don't get